Bonjour Robert. Lors de notre précédente intervention, vous nous avez parlé du Saguenay. Vous l'avez fait de long en large, en kayak, en voilier, de toutes les façons possibles imaginables. Mais le Saguenay, le fjord du Saguenay, on devrait plutôt dire, est un cours d'eau très, très, très particulier. Particulier à plus d'un niveau. Je pourrais mettre mon grain de sel au niveau météorologique un peu plus tard s'il le faut. Mais au niveau de la voile en tant que telle, même au niveau de la navigation en moteur, je me suis vu remonter le Saguenay avec un 20 force et de faire du surplace. Donc, c'est pas un plan d'eau ordinaire. Alors, j'aimerais ça que vous nous en parliez et partez de l'embouchure avec toute la complexité de l'embouchure puis remontez dans le Saguenay. Je vous écoute. OK. Je le connais bien. Petite anecdote, à un moment donné, ma fille était au secondaire, puis ils font des fois des présentations des métiers des parents, puis bon, etc. Tout le monde a vécu ça, si vous avez des enfants. Alors, je suis dans la classe avec tous les élèves qui sont là, c'est le tour de ma fille, puis elle dit, je vous présente mon père, qui est auteur, puis là, elle sort la grosse brique de la voile des voiles de 900 pages, bang, puis elle met ça sur le bureau. Elle dit, aussi, c'est un marin, et il connaît tous les vagues du Saguenay par leur nom, leur prénom et leur surnom. Bon, c'est évidemment très exagéré, mais... Pas de pression. Aucune pression. C'est ça. C'était très touchant de se faire décrire comme ça par son enfant, qui est ma fille qui a navigué passablement avec moi aussi, qui donnait des cours avec moi d'ailleurs, qui est un excellent matelot. Alors, c'est ça. Donc, en fait, les courants sont plus difficile dans l'estuaire que dans le Saguenay. Parce que dans le Saguenay, ben ça coule tout du même bord. C'est-à-dire de l'ouest vers l'est. C'est le courant de rivière, en fait. C'est ça. Il y a du courant de marée aussi, là, mais parce que ça se remplit, ce machin-là, jusqu'à Chicoutimi. Mais disons que les courants sont plus véloces, là, à la sortie du Tadoussac, dans l'estuaire. Mais par contre, le Saguenay, géographiquement, le Saguenay il part de l'ouest puis s'en va à l'est, presque parfaitement, avec certains petits croches. Alors, quand il y a du vent ouest, ça s'enfile dans le couloir. Quand il y a du vent sud-ouest, ça s'enfile dans le couloir. Puis quand il y a du vent nord-ouest, ça s'enfile dans le couloir aussi. Fait que tout le secteur ouest, il coule dans le Saguenay, à cause, évidemment, de la profondeur du fjord qui est caractéristique comme ça. Par contre, dans le premier 5 à 8 000 nautiques à partir de Tadoussac, là, c'est autre chose. C'est que si un sud-ouest, par exemple, le sud-ouest, il enfile dans le fleuve Saint-Laurent, il arrive au fjord, puis il remonte. Mais juste un bout. 5 000, disons 5-6 000 nautiques. Fait qu'il y a comme à un moment donné un contact, là, avec du vent qui est comme ça, puis du vent qui est comme ça. Ça se passe grosso modo aux Boules Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur. Donc, ça fait une difficulté importante. Comme par exemple, quelqu'un qui veut aller faire du spinnaker dans le Saguenay, c'est vraiment une très mauvaise idée parce que le vent peut tourner de 180 degrés comme ça. Donc ça, il faut finir par savoir ça. Puis même quand tu as des voiles standards, faut que tu sois capable de prévenir ça parce que tu t'en vas, puis à un moment donné, ça vire de bord. Donc ça, c'est une des caractéristiques du Saguenay. Les courants dans le Saguenay, ils sont forts où il y a des étranglements. C'est-à-dire que si vous examinez la carte, il y a 3 étranglements particuliers sur le Saguenay. Fait qu'évidemment, quand tu prends une masse d'eau et que tu la rétrécis dans un entonnoir, bien, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle coule plus vite. Donc, il y a quelques endroits comme ça où les courants peuvent être relativement forts, mais encore moins forts que sur le fleuve. Et aussi, les vents, c'est qu'il y a des bouts qui sont droits, puis des fois, ça tourne à 80 degrés comme ça. Donc, évidemment, le vent, quand il y a des grands bouts droits sur le Saguenay, bien là, ça déboule des montagnes, ça prend de la vitesse et ça souffle parfois plus fort. Quand ça arrive dans le croche, bien là, ça va frapper sur la falaise. Évidemment, ça fait que ça tout le tour. C'est comme de l'eau qu'on envoie sur un mur, ça passe tous les bords. Fait que le vent fait le même truc. Monsieur le météorologue, vous allez me confirmer ça. Et puis, donc ça crée des conditions bien particulières. Donc, grosso modo, le Saguenay, c'est ça. Il n'y a pas tant de gros courants. Évidemment, il y a une marée qui va jusqu'à Chicoutimi. Donc, quand c'est des grosses mers, évidemment, en montant, ce courant-là va se confronter au débit de la rivière. Donc, il ne sera pas très fort.
Mais quand ça descend, Il s'additionne. ça s'additionne, puis là, les courants peuvent être assez importants. Deux choses en particulier dont j'aimerais avoir votre avis. Vos chapeaux de sorcière. Ouais. Qu'est-ce qu'un chapeau de sorcière? Oui, ça, c'est je pense que les scientifiques appellent ça du hop welling. C'est des courants verticaux comme ça. Ça, il n'y en a pas dans le Saguenay, ce genre de... Il y a des petits clapots, mais c'est pas à cause de courants des hop welling comme ça. Fait que ça, c'est dans l'estuaire, dans les quelques milles nautiques après la sortie de Tadoussac. Alors, c'est des courants qui se rentrent dedans, puis à un moment donné, bien, ça part à la verticale comme ça. Puis quand il y a des conditions de vent et un moment particulier de la marée, bien, ces courants-là se frappent à la surface, puis ça fait des beaux cônes qui peuvent avoir presque 1 mètre de haut. D'où le nom chapeau de sorcière. C'est ça. Puis quand ça arrive fin dans le bout, le vent fait la petite traînée. Ah, d'accord. C'est de là qu'il y a le nom. Oui, c'est assez joli comme truc. Bon, d'ailleurs, pour être très d'actualité, il y a justement un Français qui est accosté ici à Tadoussac il n'y a pas tellement longtemps, qui en était à son 2e tour du monde, je crois. Et il racontait justement son aventure lorsqu'il est arrivé dans cette zone-là, dans cette zone de Clapotis-là. Il dit, on a vraiment l'impression là, qu'il y a quelque chose qui va sortir de l'eau, quelque chose dans le genre. C'est véritablement très, très particulier. Et ça peut être assez important, dépendant de l'intensité du courant et du vent. Oui. Il est arrivé, quand on avait peu d'expérience au début, je disais, on a appris à la dure, mais il y a des courants de cisaillement aussi, ce qui n'existe pas dans le Saguenay. Ça existe dans l'estuaire. C'est qu'il y a un courant qui s'en va dans une direction comme ça coupe carré comme l'épaisseur de ma main, puis le courant s'en va de l'autre comme ça. Donc, tu arrives en voilier, tu suis un autre voilier de l'école. Il y avait 3 voiliers dans l'école. Je suis vraiment proche en arrière parce que tout va bien, etc. Puis à un moment donné, lui, il fait 90 degrés comme ça. Fait que les possibilités de collision ont déjà eu chaud, disons. En météorologie, il y a 2 endroits au Québec où on surnomme le coup de canon. Ouais. C'est-à-dire un endroit, finalement, où les vents sont fortement accélérés pour différentes raisons dont on pourra parler s'il le faut. Mais sur le Saguenay, il est tout particulièrement important. Est-ce que vous avez déjà expérimenté un coup de canon, puis comment vous l'avez vécu? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Des fois, on s'en servait parce qu'on savait qu'il était là. On voulait, par exemple, se rendre à Rimouski. Avec là, tu vas chercher les couloirs de vent et de courant qui sont les plus propices pour te propulser le plus rapidement possible vers ta destination. Donc, c'est des accélérations de vent qui sont dues au fameux vent est, ouest, etc., qui se confrontent dans le Saguenay, puis qui sortent au fleuve, vraiment comme un coup de canon. C'est étroit, ça s'accélère, puis ça se répartit souvent comme ça. Oui, bien, de toute façon, on a des bouées météorologiques qui ont déjà enregistré des vents là-bas qui atteignaient plus de 65 nœuds. 65 nœuds, ça commence à être du vent, ça. Là. Et ça, c'était juste à l'embouchure. Naturellement, ça décélère au fur et à mesure qu'on avance dans le fleuve. Mais je veux dire, suffisamment pour prendre les traversiers qu'on connaît tous entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac et vraiment les déporter vers le large. Là. Ça peut être extrêmement fort. Moi, le plus gros vent que j'ai vécu dans le Saguenay, c'était 62 nœuds. C'est beaucoup, là. J'ose même pas y penser. On multiplie par 1,8 pour mettre ça en kilomètres. Là. Donc, bon, ça fait au-dessus de 100. Puis après ça, une autre fois avec ma fille, 52 nœuds, 53 nœuds, un petit peu plus haut dans le Saguenay. Mais vous faites quoi dans ce temps-là? Quand vous êtes sur un voilier et que vous avez un vent de 60 nœuds? On graille. Au nom du père? Non, on graille en conséquence. C'est tout. Un voilier, c'est capable d'en prendre beaucoup. Quand il arrive des incidents, puis des voiliers qui se couchent, puis des choses comme ça, c'est juste parce qu'ils sont mal toilés. Les bateaux de touristes sont faits pour des standards, pour une moyenne de. Comme au lac Champlain, c'est toutes des grandes voiles immenses, avec des génois immenses, etc. À Tadoussac, on ne se promène pas avec un génois, là. On se promène avec des phoques. Un phoque, c'est plus petit qu'un génois. Mm-hmm. Donc, on fout toiler en conséquence. Quand j'ai attrapé le 62 nœuds de vent, évidemment, on s'est débarrassé de la grand voile. Et on a pris la voile avant, c'était un phoque standard, puis on l'a fait un U avec, autrement dit, on a diminué sa surface portante. Quand ça fait un grand U comme ça, c'est moins pire que comme ça. Donc, on se faisait pousser par le vent. C'est sûr que c'était une première expérience. Et à l'époque, sur le voilier, j'avais un compteur de vitesse qui était un cadran.
Puis à 14 nœuds, il y avait une aiguille pour bloquer, un petit bouton pour bloquer l'aiguille. Puis l'aiguille était appuyée sur le petit bouton. Oui. Fait que je ne sais pas quelle vitesse j'ai fait, mais c'est sûr que je faisais plus que 14 nœuds. C'est des bateaux qui ne sont pas faits pour faire des vitesses semblables, c'est sûr et certain. Il y avait un élément de risque, c'est certain, mais avec une toile en conséquence, c'est là qu'est le secret. Ça s'est relativement bien passé. C'était impressionnant, bien sûr, là, parce que c'est des gros vents. Puis j'avais des amis, un capitaine que je connaissais qui travaillait sur le traversier, puis il m'a vu venir. Il m'a identifié parce qu'ils connaissent les bateaux, ces gens-là. Et il m'a appelé, puis il m'a dit Robert, on arrête les traversiers sur le quai, puis tu passes. Parce qu'il savait qu'on était dans une situation un peu précaire. Puis la fois, avec 52 nœuds avec ma fille, encore une fois, j'en avais juste la grand voile. Moi, j'avais fait fabriquer une grand voile spécifique pour la région là-bas. Donc, il pouvait se diminuer en surface beaucoup. Et qui était vraiment approprié pour ça. Puis moi, je faisais des sandwichs dans la cuisine du bateau, puis c'était ma fille qui barrait le bateau dans 52 nœuds de vent. Fait qu'on était sur grand voile seul, très diminué, parce qu'une grand voile, c'est beaucoup moins propulsif qu'une voile avant. Puis là, on remontait le Saguenay comme ça. Ça, éventuellement, dans un autre balado, vous allez devoir m'expliquer ça. Comment ça fonctionne, le principe des voiles. Oui, c'est un peu compliqué. Achetez mes livres. Dernière question sur le Saguenay. En fait, c'est une anecdote, pardon. Mais une anecdote qui n'en est pas une, puisque c'est arrivé. Je vais simplement vous dire les belugas, la musique, puis je vous laisse continuer. Oui, bien ça, c'est des concours de circonstances. C'est que dans le genre de formation qu'on faisait, nous, on faisait beaucoup de mouillage forain. C'est-à-dire, par exemple, du lundi au vendredi, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, on était au mouillage. On n'arrêtait pas ou peu dans les marinas. Fait que moi, je connais, et j'ai fini par découvrir tous les mouillages possibles dans le Saguenay. Oui, parce que mouiller par 300 mètres, ça doit être compliqué. Bon, on ne mouille pas dans 300 mètres. Je t'expliquerai comment ça fonctionne. Alors, on passait des semaines entières sur le bateau. Donc, on était au mouillage le soir. Et évidemment, la réglementation ne nous permet pas de courir après les belugas. C'est complètement défendu. Puis bon, on respectait ça beaucoup. Mais quand on est au mouillage, on ne bouge pas. Puis la plupart du temps, c'était les belugas qui venaient nous voir. Donc, il y a une fois, on était au mouillage. Et mon ami chef d'orchestre, Jean-François Rivet, était à bord avec les enfants puis tout ça. Et les belugas sont venus tourner autour du bateau. Il faisait sombre, mais les belugas, c'est blanc. Hein? L'eau du Saguenay est noire, presque comme de l'encre. Alors, on voyait des espèces de fantômes qui tournaient autour du bateau. Puis mon ami Jean-François, il a eu l'idée il avait emmené plein de musique, bien sûr. Il y avait un ghetto blaster à l'époque. Puis il a mis là-dedans Cantate de Monteverdi. C'est des chants d'enfants très, très, très hauts comme note. Puis il a ouvert un panneau de la cale, puis il a mis ça comme ça. Fait que là, les belugas ont fait vouf autour du bateau comme ça. Ils étaient cordés comme des sardines. Puis les belugas, c'est un animal qui mange avec des poissons de fond. Hein? Fait qu'ils ont une vision comme ça. Pour nous regarder, il faut qu'ils se virent sur le dos. C'est ce qui les rend très sympathiques quand on est proche d'eux, parce qu'on a l'impression qu'ils nous regardent, nous. Mais ils regardent en général, mais ils n'ont pas le choix si leur vision est organisée comme ça. Fait que là, ils étaient tous cordés comme ça, en dessous du bateau. Des têtes là, des queues là, des têtes là, des queues là. Puis, ils étaient tous virés sur le dos, puis ils nous regardaient. Puis, ils écoutaient la musique. Très belle anecdote. Mais il faut dire que les belugas, ils ont... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le chant des belugas. C'est des voix c'est des sons très, très, très aigus. Hein? Fait que les marins, anciennement, ils entendaient ça à travers les coques, puis ils pensaient que c'était des sirènes ou je ne sais pas quelle bestiole. Fait que c'est des animaux qui avaient un peu le même thème de voix que les cantates de Monteverdi. De toute façon, on pourra éventuellement ajouter à notre site web un enregistrement que vous m'aviez fait parvenir il y a longtemps de quelqu'un, justement, c'est une étudiante, je pense, qui avait réussi à enregistrer, je pense, certains sons très particuliers qu'émettent les belugas et possiblement d'autres animaux marins dans le Saguenay. Ouais. Donc, je vais essayer de le retrouver. De toute façon, je suis certain que vous l'avez encore. Et on ajoutera ça sur le site web. C'était quand même assez passionnant à entendre. Ah oui, des images de belugas, d'un voilier, parfois, ça va pas vite.
Et ça ne fait pas de bruit. Oui, ça c'est une autre affaire intéressante. C'est qu'à un moment donné, il y avait des Américains qui faisaient des études dans le Saguenay, puis ils laissaient traîner à la dérive, en arrière de leur bateau qui était sans moteur, un long filament qui était en fait un micro ultra sensible que les sous-marins utilisent pour repérer des bateaux au loin dans la mer. Donc, j'ai vu ces personnes-là, je suis passé à côté d'eux, on s'est salués, je voyais bien qu'ils faisaient de la recherche. Fait que le soir, ils étaient à la marina de Tadoussac, je suis allé les voir pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, ils m'ont expliqué leur truc d'hydrophone très sensible. Fait que j'ai dit, est-ce que je fais du bruit? Mon bateau, est-ce qu'il fait du bruit? Elle dit oui, comment s'appelle-t-il? Ben, Grand Ours. Fait qu'elle a regardé dans son registre. Ben, elle dit, ah, oui, j'ai le son de Grand Ours. Fait que, est-ce que je peux écouter? Alors, elle me fait écouter le son de Grand Ours. Et un voilier, en fait, ça fait un peu le même son qu'un mammifère marin qui se déplace dans l'eau. Un chuintement, comme ça. Un bateau moteur, évidemment, c'est les hélices. Ça, les hélices puis les roues de transmission qui font beaucoup de bruit, qui font un silement. Puis, donc, j'ai écouté Grand Ours, puis elle me dit, bien, les mammifères marins ont moins peur des voiliers parce que ça fait un son qui ressemble à leur propre déplacement ou à des sons qu'ils sont habitués d'entendre. Moins agressif également, j'imagine. C'est ça. On ne sait pas si une baleine est capable d'entendre un bateau moteur, mais c'est sûr qu'elle est capable d'entendre un chuintement dans l'eau, c'est sûr. Donc, c'est une des explications qu'elle m'a données pour expliquer pourquoi les baleines nous accompagnent parfois. Bien, écoutez, ça a été très intéressant une fois de plus. Alors, je vous dis à la prochaine et on se revoit bientôt. Merci, Robert. Au plaisir.